Bien, si vous le voulez bien, nous allons pouvoir enchaîner. Ah oui, oui, oui. Ah non, 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 oui, 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 oui. On va donc pouvoir enchaîner sur la dernière session de cette réunion qui va requérir un peu de votre attention pour évoquer cette situation qui est une situation qui peut être quand même potentiellement difficile. Je dirais même que c'est dans nos consultations, c'est sûrement une des situations qui réclame le temps le plus long. Ce patient qui commence à installer, après la cinquantaine, des modifications comportementales sans qu'on sache très bien quelle en est la nature, avec un certain nombre de caractéristiques qu'il va savoir et qu'il va falloir identifier, puisque ça va rentrer dans le cadre d'un trouble dysexécutif comportemental ou également appelé frontal. Alors c'est un grand plaisir, on a des interlocuteurs particulièrement roués à ce domaine. Et on a notamment le docteur Florence Lebert, qui est psychiatre, qui travaille également à l'EPSM des Flandres, mais aussi au CMRR de Lille, et un binôme qui a mis en place une activité extrêmement intéressante, neurologue et psychiatre, les docteurs Morin et Keinek, qui nous parleront également de cette évaluation croisée, on va dire. Alors je crois que sans attendre, on va pouvoir donner la parole à Florence. Merci Olivier, merci pour votre invitation, bien sympathique. Alors, dès que j'aurai les images, ça va aller mieux, voilà. Donc, je vais vous parler du syndrome frontal, qui est mon activité quotidienne depuis de nombreuses années. Alors, comme aujourd'hui c'est Mardi Gras, j'ai choisi de vous présenter les masques psychiatriques du syndrome frontal. Alors d'abord, un petit rappel pour situer le syndrome frontal parmi les étiologies des problèmes comportementaux psychiatriques du sujet âgé. Donc vous voyez que même si c'est une entité psychiatrique, eh bien les étiologies principales les plus fréquentes dans le domaine de la psychiatrie du sujet âgé sont neurologiques. Et ces lésions neurologiques qui vont donner un masque psychiatrique vont le faire par deux types de modes d'action, soit par une lésion dans une région du cerveau qui va générer des troubles du comportement. Et là, en première ligne, vous avez les régions frontales. Donc, vous voyez que ce syndrome frontal est loin d'être exceptionnel. Et le deuxième mécanisme, c'est par les modifications des neurotransmetteurs que provoque le processus lésionnel. Pour rappel, c'est les autres étiologies, les problèmes de confusion, de iatrogénie non confusionnelle, les toxiques. À notre époque, on voit arriver aussi les consommateurs de cannabis et même de cocaïne. Je disais toujours que j'en avais jamais vu. C'est terminé, j'en ai 2 dans le service. Les douleurs et les inconforts, la psychopathologie, les pathologies psychiatriques, les problèmes environnementaux, humains et matériels. Et puis, bien sûr, on est en gériatrie, donc c'est la polypathologie et c'est la polyétiologie des problématiques psychiatriques comportementales. Voilà, alors rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans le syndrome frontal. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est un dysfonctionnement cérébral. C'est-à-dire qu'on peut avoir un syndrome frontal sans avoir de lésion frontale. C'est une sorte de paradoxe, mais les régions frontales que vous voyez ici en bleu sur l'image sont des régions très importantes en proportion de surface dans notre cortex. Et ces régions sont extrêmement connectées. Elles sont connectées à des régions sous-corticales. Et en fait, ça donne des boucles. Et vous générez un syndrome frontal si vous coupez la boucle. Donc, vous pouvez avoir des lésions sous-corticales qui vont donner des lésions frontales. Et Olivier est un des pères fondateurs d'une terminologie beaucoup plus exacte que le syndrome frontal, qui est le syndrome dysexécutif. Mais bon, en pratique quotidienne, on aboutit à la même problématique. Cela donne des signes cognitifs que, bien évidemment, on est capable d'identifier avec précision en bilan mémoire, mais aussi au lit, au fauteuil du patient, vous verrez qu'on peut déjà se faire une idée sur ces éléments dysexécutifs.
et puis des signes comportementaux qui peuvent donner une présentation très psychiatrique. Alors, il y a plusieurs outils qui nous aident pour faire cette recherche comportementale frontale. J'en ai choisi 2 parce que c'est ceux qu'on utilise peut-être particulièrement dans nos expériences collectives, qui est l'échelle EDF qu'on a mis au point il y a quelques années sur le centre mémoire de Lille, et puis l'inventaire du syndrome des exécutifs du GREFEX, coordonné par Olivier Godefroy il y a également quelques années. Qu'importe l'échelle que vous choisirez, il y en a d'autres, il y a la Daphné, il y a aussi les critères cliniques des dégénérescences frontotemporales. Le principal, c'est que ça vous soit familier et que ça sorte facilement dans votre entretien pour que vous ne passiez pas à côté de symptômes que le patient ou la famille ne pensera pas à communiquer. Alors en fait, ces outils sont des outils qui sont des classes de symptômes qu'il faut explorer. Et dans l'EDF, il y avait 4 classes. Vous avez d'abord des manifestations de la perte du contrôle de soi. Alors ça va se manifester, alors très très important en préambule, c'est-à-dire que vous n'évaluez pas les symptômes du malade, mais les modifications de son comportement. Ça, c'est très important, parce que pour évaluer une modification de comportement, chez quelqu'un d'âgé qui potentiellement a des troubles cognitifs, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un tiers. Donc, c'est absolument indispensable que vous fassiez l'enquête de rencontrer quelqu'un qui a connu la personne il y a quelques années. Donc, on va chercher des changements de façon d'être qui vont pouvoir se manifester par un trouble de l'autocontrôle, par exemple sur l'alimentation, avec des nouvelles préférences, des nouveaux goûts, une modification du volume de la ration alimentaire, des grignotages interrepas, une attirance pour des boissons alcoolisées alors que ce n'était pas le cas auparavant, ou une attirance même pour des médicaments ou certains toxiques qui n'étaient pas dans l'habitude du patient. Des signes de désinhibition qui peuvent être des désinhibitions verbales avec des expressions où la famille est étonnée, elle n'aurait jamais dit ça avant, elle ne se serait jamais permis, ou bien même une désinhibition comportementale avec des gestes dans la rue très familiers, une attirance pour des enfants, ou même des signes à expression thématique sexuelle qui peuvent choquer l'environnement. Troisièmement, moins de patience, une tendance à être vite irritable, à montrer au créneau, je suis étonnée, je ne supporte plus ses petits-enfants, etc. Voilà. Et puis, des signes d'instabilité psychomotrice avec des difficultés à rester en place, un patient qui a envie de bouger, de se déplacer, etc. Voilà. Deuxième catégorie, c'est la perte d'intérêt pour l'hygiène. L'hygiène, les tâches, pourquoi changer tous les jours ? Se laver une fois par semaine, c'est très bien. Voilà, donc les règles sociales ne sont plus importantes. On peut masquer les choses avec un peu de maquillage et un peu de parfum pour faire plaisir à l'entourage. Ça peut concerner la présentation physique, les vêtements, le corps, mais aussi le domicile, avec le statut extrême étant le syndrome de Diogène, avec une sorte de clochardisation qui peut exister. Troisième type de modification, c'est les modifications thymiques, avec des patients qui vont avoir une réduction de l'expression du visage, une certaine amimie. Pour certains, tout ça est variable d'un individu à un autre. Et puis, une humeur qui va se réduire au niveau empathie. Ils ne sont plus intéressés par la problématique des autres, ils ne savent plus se mettre à la place des autres. Et finalement, ils donnent l'impression d'être devenus indifférents, égoïstes. Et puis, à l'inverse, vous avez des patients qui peuvent être très réactifs aux stimuli environnementaux et avoir un débordement thymique, avoir un état d'euphorie pour des petites bricoles. La famille vous dit « mais j'en reviens pas », elle éclate de rire devant les dessins animés, elle a quand même 85 ans, c'est quand même pas du tout dans ses habitudes. Et puis, indépendamment de l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut éclater de rire à un enterrement, ou être totalement indifférent à un mariage où tout le monde est heureux. Ça peut être aussi, dans cet état thymique très fluctuant, des éléments anxieux pour des éléments très modestes. On s'inquiète de tout. Demain, il y a le facteur qui passe, mais à quelle heure, etc. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme courrier, et au point même d'enterrer les courriers dans la terre. Voilà, ça devient excessif, et cette excessivité thymique est problématique. Enfin, c'est tout ce qui est apathie, persévération idéique, stéréotypie.
Donc, c'est des personnes qui n'ont plus d'initiative, qui ont besoin d'être stimulées pour quelconque activité, jusqu'à parfois même être un peu somnolents, qui n'ont plus d'intérêt pour la vie sociale. Bon, les réunions de famille, voir les copains, bon, c'est plus aussi important, ben non. À la maison, tranquille, en pyjama, voilà. Des idées fixes qui peuvent concerner l'argent, devenir plus avare, certaines idées politiques, par exemple. Hein, on voit des personnes qui changent totalement d'attachement politique. Des difficultés à faire changer d'opinion à une personne. La famille veut démontrer par A plus B que non, il se trompe, mais non, on ne peut pas changer. Et puis, ça peut être des plaintes physiques jusqu'à aller même à un état un peu hypochondriaque. Enfin, des stéréotypies, des tics, des rites, voilà, tout ça. Alors, quand vous avez des symptômes présents dans au moins 3 catégories sur 4, que vous avez un patient qui n'a pas un sévère déclin cognitif, vous devez penser au syndrome frontal comportemental. Alors, pour illustrer ça, je vais vous présenter une petite histoire, une histoire vraie. Il s'agit d'une personne de 84 ans qui vit dans une EHPAD et l'équipe mobile est sollicitée pour un état dépressif résistant. Donc, cette dame vit depuis 2 ans dans l'EHPAD. Elle est rentrée en raison d'une réduction de sa mobilité physique, des interventions sur les hanches qui ont mal tourné, un mari plus âgé qui ne pouvait pas s'en occuper et donc il n'y avait plus d'autres solutions. Et l'équipe de l'EHPAD vous écrit un petit mail et elle exprime, voilà, on est inquiète pour Madame V parce qu'elle ne veut plus participer aux activités alors qu'elle aimait bien, elle veut rester en chambre. Il précise quand même qu'elle a moins de visites parce que son mari est décédé il y a 6 mois, mais elle n'en parle pas, ce qui les étonne. Le médecin traitant a déjà essayé 2 antidépresseurs à bonne dose pour son âge, mais ça n'a apporté aucun changement. La seule conséquence a été une hyponatrémie chez une patiente qui est sous diurétique. Donc, vous allez la voir, vous vous entretenez avec elle, vous êtes plutôt bien reçu, elle est souriante, elle n'est pas contre de dialoguer avec vous, elle est dans sa chambre, moi je suis très bien dans ma chambre, je ne vois pas pourquoi je sortirais. Qu'est-ce que vous en pensez du décès de votre mari ? Il avait 85 ans, donc il fallait que je m'y attende. Hein. Madame n'aime plus tellement regarder Question pour un champion, elle qui était une fan, mais elle a encore plaisir à regarder les émissions avec des chansons. Elle commence à vous chantonner des chansons de Claude François, et puis elle s'étonne que vous ne chantiez pas avec elle quand même. Vous remarquez qu'elle a beaucoup de boîtes de chocolat dans sa table de chevet, y compris des boîtes vides. Et puis, au bout d'un moment, elle finit par s'impatienter par votre échange. Elle vous fait comprendre que maintenant, ça suffit. Alors, vous essayez de rattraper le coup et vous lui dites, écoutez, vous aimez bien les jeux, on va faire un petit jeu. Et vous essayez de caser les questions de la bref. Finalement, vous y arrivez, vous allez voir, je suis très bonne dans les jeux, etc. Bon, elle est très bonne, mais elle a quand même 9 sur 18 à la bref. Voilà, puis là, c'est tout. Elle ne veut pas balader avec vous dans le couloir. Vous ne pouvez pas trop voir son état moteur. Donc, ça s'arrête là. Donc, vous allez voir l'équipe de l'EHPAD qui est très inquiète parce que, voilà, plus de participation. L'animatrice est là. Elle dit quand même, j'étais très étonnée. Elle m'a dit, écoutez, foutez-moi la paix. Jamais j'aurais imaginé qu'elle me parlerait comme ça. Son appétit n'a pas changé. Il est bon, elle n'a pas maigri. Elle mange toujours avec la même personne, sa copine. Un membre de l'équipe fait remarquer qu'elle a du mal dans la gestion de son téléphone, de son mobile. Avant, elle se débrouillait très bien. Maintenant, le petit logo pour la recharge de la batterie, elle ne sait plus ce que c'est. Elle dit, de toute façon, tout ça, c'est de la saloperie, c'est made in China. Moi, j'en veux plus. Voilà, elle continue à faire sa toilette seule. Elle n'a pas de perte d'autonomie. Ceci dit, l'équipe n'est pas capable de dire si le linge est changé toujours régulièrement. Elle dort bien, pas de changement. Elle fait peut-être une sieste l'après-midi, voilà. Donc, vous demandez ses antécédents médicaux. C'est surtout très, très vasculaire. Elle a une hypertension artérielle qui est quand même assez résistante. À son âge, elle a 4 antihypertenseurs, une cardiopathie ischémique, une hyperlipidémie de longue date. Voilà, elle a eu les 2 antidépresseurs, je vous ai dit. Vous vérifiez qu'elle n'a jamais eu d'antipsychotique. Très bien, elle n'en a jamais eu. Vous demandez au médecin traitant comment c'est la marche. Bon, il dit qu'il n'y a pas vraiment un syndrome extra-pyramidal, mais la marche est quand même plus lente et l'équilibre est quand même un petit peu moins bon.
Vous interrogez l'équipe savoir s'ils ont fait un MMS. C'était la coupe Pathos il n'y a pas longtemps. Elle a un MMS à 25 et l'année dernière, il était à 29. Ils disent le calcul mental, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'elle n'y fait pas non plus beaucoup d'efforts. Vous demandez à voir la fille, très important, et celle-ci va vous dire que quand même sa maman a beaucoup changé. Elle est affectée, elle a des oublis, mais surtout elle ne s'intéresse plus trop à son environnement. Et puis quand même, ce qui m'étonne, c'est la façon dont elle est capable de me parler avec des mots beaucoup plus vulgaires. Et dimanche dernier, elle m'a dit, bon, maintenant tu peux y aller, hein, moi je vais prendre mon goûter, tu peux rentrer chez toi. Et encore, ce qui a plus affecté la fille, c'est qu'elle ne demande plus des nouvelles de sa petite fille handicapée, alors que c'était vraiment un sujet de préoccupation pour sa maman. Alors, qu'est-ce que vous allez retenir ? Vous allez retenir que finalement, il n'y a pas tellement de tristesse, qu'il n'y a pas de retentissement sur le sommeil, l'appétit, qu'il n'y a pas de culpabilité et que vous avez peu d'arguments pour retenir le diagnostic de dépression, mais que vous pensez plutôt qu'il s'agit d'un syndrome apathique, motrice, idéique, affectif. Et que vous allez faire le point sur le score frontal comportemental à l'EDF. Il y a au moins 2 types de troubles, l'apathie et les troubles de l'autocontrôle, mais aussi le côté indifférence affective. Donc finalement, vous avez un score à 3 sur 4. Vous avez pu caser une bref entre deux qui vous a confirmé qu'il y avait un syndrome dysexécutif. C'est une patiente qui a beaucoup de facteurs de risque vasculaire. Vous avez eu une résistance aux antidépresseurs. Donc vous avez assez d'arguments pour retenir l'idée qu'il s'agit d'un syndrome frontal comportemental avec des troubles cognitifs et de faire une demande d'IRM cérébrale qui mettra en évidence une importante leucopathie et une lacune du thalamus gauche. En conclusion, vous aurez évité la cascade des antidépresseurs chez cette dame, parce que ce n'est pas du tout une indication, ça peut même l'aggraver. Vous allez favoriser le contrôle surtout de l'hypertension à son âge et contrôler qu'elle n'ait pas des passages en ACFA, qui pourraient aggraver la maladie vasculaire cause de son état. Vous allez peut-être favoriser une prise en charge orthophonique en chambre, puisqu'elle a l'air quand même de se prêter un petit peu aux jeux et aux activités. Et puis peut-être reprendre des activités plaisantes en chambre, même si elle ne va plus forcément à des activités collectives, au moins pendant un temps. Et puis, ce qui est loin d'être négligeable, c'est expliquer à l'équipe. C'est pas parce qu'elle a perdu son mari, c'est pas parce qu'elle a de mauvaises relations avec ses enfants, etc. Et aussi expliquer à la fille, qui est quand même en grande souffrance, de voir le côté doucement égoïste qu'a pourrait donner sa maman. Alors, c'était un premier masque psychiatrique du syndrome frontal comportemental, le côté pseudo-dépressif. Il y en a d'autres. Vous avez par exemple le syndrome de Diogène, qui est ce côté d'extrême négligence physique et du domicile. Vous pouvez avoir un tableau un peu pseudomaniaque avec une perte de la retenue verbale et puis côté un peu désinhibé. Vous pouvez aussi avoir sur le devant de la scène une présentation addictive avec un abus de boissons alcoolisées, voire d'autres choses. Ça peut aussi donner l'impression qu'il s'agit d'un trouble de personnalité. Et si vous ne connaissez pas les caractéristiques, la personnalité, les traits de caractère antérieurs de la personne, vous allez avoir du mal à redresser la barre. Et puis, ça peut même donner un tableau de conflit conjugal parce qu'il arrive fréquemment dans les syndromes frontaux que les conjoints aient bien du mal à supporter cette situation, avec parfois aussi des problématiques sexuelles de couple. Alors, voilà, ça va, tout va bien. Donc, les diagnostics en gériatrie, c'est pas simple, aussi dans le domaine de la psychogériatrie et peut-être même surtout. Quelques remarques sur ce sujet. Importance, avec 4 croix derrière, d'avoir un aidant qui témoigne de comment était la personne avant. Problématique de la polypathologie gériatrique et aussi psychogériatrique. J'ai essayé de vous le montrer en introduction. La problématique de la polymédication, mais là, je pense qu'avec tout ce qu'on vient d'entendre, on est bien sensibilisé à ça, et en particulier aux effets secondaires des antipsychotiques et des antalgiques. Qu'est-ce qui doit vous faire penser plus à du neurologique, à des lésions cérébrales devant un tableau psychiatrique du sujet âgé? C'est l'absence d'antécédents de pathologie psychiatrique, les atypies cliniques, la faible réponse au traitement et les effets indésirables rapides, et le déficit cognitif et la perte d'autonomie associée. Qu'est-ce qui doit vous faire penser à un syndrome frontal après 60 ans? Les atypies psychiatriques, le syndrome frontal comportemental,
le syndrome frontal cognitif et l'imagerie qui est souvent bien utile. Pourquoi elle est bien utile? Eh bien parce qu'une fois que vous avez dit qu'il y a un syndrome frontal comportemental, il vous reste la grande enquête étiologique. Bon, peut-être même que j'en aurais pu en oublier, c'est toutes les causes, toutes les étiologies du syndrome frontal comportemental, des plus rares aux plus fréquentes. Les traumas crâniens, la pathologie tumorale, l'hydrocéphalie à pression normale, qu'on voit quand même de temps en temps, tout ce qui est paranéoplasique, qui a beaucoup évolué dans la connaissance en neurologie et qui peut donner des présentations frontales, l'épilepsie, les maladies infectieuses, l'herpès et ce genre de pathologies. Et puis, il y a un intrus dans la liste, c'est qu'il y a également les pathologies psychiatriques endogènes, en particulier la maladie bipolaire, qui peut évoluer vers un syndrome frontal comportemental. Et c'est là où ça devient complexe de faire la part entre ce qui est aujourd'hui les manifestations psychiatriques qui pourraient être une décompensation d'une maladie bipolaire de longue haleine et la présence d'un syndrome frontal comportemental qui est associé dans, je dirais, à peu près 20 à 25% des cas. La démence alcoolique. Et puis ensuite, on passe au gros de la troupe avec les maladies dégénératives, la maladie d'Alzheimer dans les formes très tardives, plus précoces si c'est associé à du vasculaire, bien sûr les dégénérescences frontotemporales, la maladie de Parkinson, les maladies à corps de Lewy, et puis le gros, plus on avance en âge, c'est les maladies vasculaires, avec les étiologies rares comme le sous-dural, mais surtout les accidents vasculaires cérébraux, les sous-corticaux, la pathologie de la substance blanche et tout ce qui est disconnexion fronto-sous-corticale. Donc l'intérêt de l'imagerie, de l'IRM et aussi un peu des TEP. J'ai bientôt fini. Donc, utilité de penser au syndrome frontal, prise en charge très différente en fonction de l'étiologie. Choix des traitements et prise en charge dépendent de l'étiologie. Et vous voyez qu'on est vraiment dans une prise en charge très différente du syndrome dépressif ou de la pathologie psychotique. Danger des interprétations psychologiques des modifications du comportement pour le malade, pour les proches et pour l'équipe. Voilà, je vous remercie. Mais merci beaucoup Florence pour cette très belle présentation. Et puis maintenant, on va donc passer du haut des Hauts-de-France, Lille et Bailleul, et on va descendre jusqu'à Rouen pour écouter donc la présentation de ces regards croisés sur toutes ces séries de pathologies relativement difficiles à explorer. Donc on vous écoute. Ça fonctionne? Ouais. Et bonjour à tous et merci aux organisateurs de nous avoir invités à présenter ce travail commun. Donc on travaille en effet à Rouen. Moi je suis neurologue et Caroline Keinec est psychiatre. Et on va vous parler d'un protocole qu'on a mis en place, qui est parti de la clinique et puis qui est parti sur un protocole un peu plus de recherche, qui s'appelle Frontières. Alors on avait trouvé le nom avant le nom de la journée d'aujourd'hui, mais voilà, on va vous en parler. Et du coup ça s'intéresse aux syndromes frontaux inexpliqués. Donc avant de vous expliquer le protocole, je vous explique un peu d'où c'est parti et du fonctionnement un peu de notre liaison neurologique et psychiatrique à Rouen. Donc on a 2 hôpitaux séparés qui sont le CHU et le centre hospitalier du Rouvray. Moi je travaille en partie au CHU de Rouen, mais j'ai une activité partagée avec la psychiatrie au Rouvray où j'ai une activité de liaison où je vois les patients qui posent problème pour un diagnostic neurologique et que je vois la plupart du temps conjointement avec les psychiatres. Et puis on travaille étroitement avec la psychiatrie de la personne âgée. Et donc on a notamment un collègue jeune psychiatre qui vient au CHU de Rouen et qui fait des consultations binômes, notamment avec moi, pour justement ces problématiques un peu à la frontière. Et donc, de cette activité de lésion et de cette consultation binôme, et puis de tout ce qu'on a entendu aussi de présentations au congrès et autres, on s'est rendu compte qu'il y avait un entonnoir un peu. Il y a des patients qui ont un syndrome frontal progressif qui apparaît dans une deuxième partie de la vie et qui échappe un peu, en tout cas à la première évaluation, à un diagnostic simple, neurologique ou psychiatrique. Et c'est ces situations frontières qu'on a décidé d'étudier. Et donc on travaille en association aussi avec l'AFPBN notamment, avec le C3RPA et d'autres équipes qui font un peu la même chose, notamment l'équipe de Montréal et d'Amsterdam avec lesquelles on travaille aussi là-dessus.
Donc je ne vais pas refaire un point sur le syndrome dysexécutif, d'ailleurs j'aurais dû écrire. Mais juste pour vous préciser qu'il y a deux grandes, on va dire, cases dans le syndrome dysexécutif ou dans le syndrome frontal. Les fonctions plutôt exécutives, cognitives, flexibilité mentale, et puis des fonctions qui sont plus étudiées maintenant, qu'on étudiait moins il y a plusieurs années, qui sont les fonctions de cognition sociale, qui vont entraîner les troubles du comportement et qu'on peut de plus en plus étudier sur le plan neuropsychologique. Et donc, le syndrome frontal, dans une deuxième partie de la vie, nous on a pris comme cutoff 40 ans, mais c'est souvent des patients quand même un peu plus âgés. Il peut être lié à des tableaux psychiatriques, notamment les troubles de l'humeur et notamment le trouble bipolaire, mais aussi éventuellement des troubles du neurodéveloppement qui auraient vieilli. Notamment, on voit de plus en plus de troubles du spectre autistique qui ont vieilli et qui peuvent avoir un syndrome frontal qui se majore ou qui apparaît. Et puis, dans les maladies neurologiques comportementales, la plus, on va dire, prototypique, c'est la démence lobaire frontotemporale, dont les critères sont premièrement clinique, et je vous remets les 6 critères-là parce qu'on va en reparler après, avec notamment la désinhibition, l'apathie, tout ce que Madame Lebert a décrit tout à l'heure. Et puis on a aussi les autres maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, je vais revenir là-dessus. Donc la DFT, elle a un diagnostic clinique et qui s'appuie ensuite sur des examens paracliniques. Ces examens paracliniques, c'est des examens d'imagerie essentiellement et de neuropsychologie. Et on va voir que malheureusement, ces examens ne nous permettent pas toujours de faire la part des choses et qui fait qu'on est dans des situations parfois un peu bloquées, sans diagnostic. Donc, si je prends la maladie d'Alzheimer, en général, le diagnostic nous est beaucoup aidé par l'apport de l'imagerie et maintenant par l'apport des biomarqueurs Alzheimer, qui sont des biomarqueurs très spécifiques, qui font que cette situation de syndrome frontal lié à une maladie d'Alzheimer est un peu moins problématique que peut l'être, par exemple, la dégénérescence lobaire frontotemporale. Dans le trouble cognitif vasculaire, comme on l'a vu juste avant, l'IRM est très aidante, même s'il est toujours très difficile de faire un lien direct chez un patient qui a 70 ans, des facteurs de risque, quelques petits points, quelques hypersignaux de substance blanche. Est-ce que c'est ça qui explique son syndrome frontal? Est-ce que c'est ça plus autre chose? Est-ce qu'il y a plusieurs maladies? C'est toujours difficile de faire une corrélation très nette entre la charge lésionnelle et la symptomatologie clinique et comportementale. Et puis on a parlé ce matin de la maladie à corps de Lévy qui peut aussi se manifester sous des troubles psychiatriques, même si la présentation frontale est un peu moins fréquente, on peut parfois avoir des difficultés. Donc nous, ce qui nous intéresse pour faire cette part des choses entre la neurologie et la psychiatrie, c'est d'avoir des marqueurs. Le problème, c'est qu'en psychiatrie, à l'heure actuelle, les marqueurs sont quasiment inexistants en termes de marqueurs biologiques. En termes de marqueurs neuropsychologiques, il en existe, mais ils ne sont pas toujours forcément très discriminants avec la neurologie. En termes de neurologie, on a des marqueurs, mais qui restent souvent spécifiques d'une maladie. Donc les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer nous répondent pour la maladie d'Alzheimer, mais ne vont pas nous répondre pour les autres pathologies. L'IRM peut être pathologique, mais parfois, notamment dans la DLFT, elle peut être tout à fait normale. On a mis une sensibilité de 50 à 70% selon les études. Et puis tout ce qui est scintigraphie cérébrale, là aussi, c'est pas forcément toujours aussi clair que c'est écrit dans la littérature. On peut avoir une démence frontotemporale avec des scintigraphies cérébrales qui restent négatives pendant voire plusieurs années. Et on peut avoir des tableaux psychiatriques assez sévères avec des anomalies de scintigraphie cérébrale dont on ne sait pas toujours quoi faire et qui ne sous-tendent pas forcément, en tout cas après avoir cherché un peu longuement, une maladie neurologique. Donc partant de ce constat, on a, pardon, j'ai oublié ça. Donc les maladies neurologiques, elles peuvent parfois se présenter avec un début purement psychiatrique. C'est-à-dire, le patient va présenter une dépression qui a toutes les caractéristiques d'une dépression classique, mais qui, au bout d'un certain temps, va se modifier en symptomatologie, des troubles cognitifs vont apparaître de plus en plus fréquents, et puis finalement, le patient va commencer à remplir des critères de maladies neurodégénératives. Mais pendant plusieurs années, le patient a eu un diagnostic de ce qu'on appelle maintenant un trouble psychiatrique primaire. Et selon les études de la littérature, on décrit que 28% des patients avec une maladie neurodégénérative ont d'abord eu un diagnostic de trouble psychiatrique primaire, ce qui a un impact assez fort dans la prise en charge, notamment thérapeutique. Et si on s'intéresse à la dégénérescence frontotemporale, on peut monter jusqu'à 60% de présentations où le diagnostic initial était un trouble psychiatrique primaire.
de très loin la présentation psychiatrique prévalente dans les maladies neurodégénératives initialement, et surtout la dépression, un peu moins les troubles psychotiques si on accepte la maladie à corps de Lévy. Donc d'autres équipes avant nous se sont intéressées à ce syndrome frontal tardif, et c'est notamment l'équipe d'Amsterdam qui a effectué une grosse cohorte sur ce qu'ils appellent le Late Onset Frontal Lobe Syndrome. C'est un peu de ça qu'on s'est inspiré. Vous ne voyez pas très bien ici, mais je vais vous le décrire. Donc ça, c'est toute la cohorte de patients d'Amsterdam qui ont débuté. Alors eux, ils parlent de patients qui n'ont pas de troubles comportementaux et qui débutent à un certain âge un syndrome frontal. Et finalement, la répartition des diagnostics est quand même dans près de 40%. Finalement, le diagnostic retenu après 2 à 3 ans d'évaluation est un trouble psychiatrique primaire. Ensuite, arrive en deuxième position la démence frontotemporale. Puis ensuite, on a pas mal de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy. Mais quand même, finalement, on a une répartition qui est quasi 50-50 entre un trouble psychiatrique primaire et un trouble neurologique. Et la question, c'est comment on fait pour ne pas attendre 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans avant d'annoncer avec certitude un diagnostic psychiatrique ou neurologique au patient et à sa famille, et comment le prendre en charge. Alors, donc, pour cette étude, la méthodologie, les objectifs, c'était donc devant cette symptomatologie frontale d'apparition tardive, quel diagnostic peut-on proposer? Est-ce qu'il existe également des profils cliniques ou neuropsychologiques ou d'imagerie particuliers? Et puis, quels vont être les facteurs discriminants qui vont nous faire pencher plutôt pour un diagnostic neurologique ou un diagnostic psychiatrique? Donc les critères d'inclusion, donc les patients qu'on a inclus, on en a inclus maintenant 30 entre septembre 2022 et juin 2024. Donc on a fini depuis peu de temps. Il fallait que les patients aient plus de 40 ans avec comme plainte principale un des 6 critères de Rakowski, donc apathie, désinhibition, perte d'empathie, comportement répétitif, modification des préférences alimentaires ou syndrome dysexécutif. On a retenu les patients qui avaient un MMS supérieur à 20 sur 30. Il fallait également qu'il y ait absolument un proche qui soit présent lors notamment de l'inclusion. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est absolument indispensable déjà pour avoir un autre avis sur la symptomatologie, et puis pour pouvoir témoigner du comportement de la personnalité du patient antérieurement. Et puis, il fallait qu'il y ait une incertitude, donc soit sur une pathologie psychiatrique, soit neurologique. On a quand même choisi de retenir les patients également qui ont un antécédent psychiatrique, donc un trouble bipolaire connu, par exemple. D'une part, parce qu'on peut avoir des patients avec une pathologie psychiatrique qui vont vieillir et qui vont avoir des modifications de leur symptomatologie, et que ça peut être justement le début d'une entrée dans une pathologie neurologique. Et puis parce que justement, les troubles bipolaires peuvent être un facteur de risque pour le développement d'une pathologie neurologique. Les critères d'exclusion, donc c'était la contre-indication à l'imagerie, puisqu'on va voir après qu'on fait tout un bilan. Et puis évidemment, quand il y a une pathologie neurologique ou psychiatrique qui est bien établie et qui explique l'ensemble des symptômes, y compris les modifications. Alors, je vais peut-être tout. Comment ça se déroule? Donc, on commence par une consultation donc, en binôme, donc Alexandre et moi. On fixe rendez-vous au patient. Alors, ça se passe au centre hospitalier du Rouvray, dans le service de psychiatrie pour personnes âgées. On voit le patient et son proche en consultation. Et puis, à l'issue de cette consultation, on fait ce qu'on appelle un premier ressenti diagnostique, c'est-à-dire que, à la fois Alexandre et moi-même, nous posons, entre guillemets, un diagnostic, chacun de son côté. Avec également... Ouais. Et donc chacun également, donc, en plus de ce premier ressenti, on évalue notre certitude diagnostique. Donc à l'aide d'une échelle EVA.
Le patient ensuite va réaliser un bilan neuropsychologique et orthophonique complet, alors avec classiquement l'évaluation de la mémoire, l'évaluation visio-spatiale, fonction exécutive également, et puis un certain nombre d'échelles, comme on l'a dit, de cognition sociale. Donc en premier, vous avez le traitement émotionnel. Donc vous voyez qu'il y a des photos avec des visages qui sont censés représenter des émotions. Donc le patient doit dire quelle émotion ça représente. Vous avez également un test qui évalue les connaissances sociales. Donc, ce sont des petites situations et il faut dire ce que la majorité des gens ressentiraient comme émotion dans cette situation. Et puis, un test de théorie de l'esprit où vous avez une espèce de petite vignette comme une BD qui vont décrire une situation et il faut imaginer ce que les personnages peuvent ressentir. Merci. Voilà. On a ensuite le bilan paraclinique, donc l'IRM cérébral, où on évalue les régions qui peuvent potentiellement être atrophiées, un PET-FDG, et puis pour certains patients, mais pas tous, on a pu avoir une ponction lombaire de réaliser. Les tests supplémentaires, donc certaines échelles, donc notamment psychiatriques, donc la MADRS, la Young, la PANSS, la checklist de Ducharme, et puis on a fait certains tests également sur ordinateur. Vous avez le gambling test. En fait, c'est un test sur ordinateur. Ça fait, en fait, c'est ce que vous avez au milieu. En fait, vous êtes en fait dans une situation où vous pouvez recevoir des taxes ou des récompenses en fonction des décisions que vous prenez. Et puis la SIM4, qui est un test de similitude, où vous devez trouver les points communs. Alors entre par exemple un cheval et une tortue, un siècle et 3 secondes. Pour terminer, on réalise un staff multidisciplinaire. Donc, comment ça se passe? Ça se passe au CHU. Donc là, on est beaucoup plus nombreux. Donc, on se réunit. Il faut qu'il y ait 2 psychiatres et 2 neurologues. Donc, généralement, Alexandre et moi sommes là. Et puis, en plus, on a un confrère psychiatre, un confrère neurologue. Il y a également 2 neuropsychologues donc, qui ont réalisé les bilans, notamment, et 2 orthophonistes. On reprend tout le dossier du patient, à la fois l'évaluation en binôme initiale, mais également tous les tests qui ont été réalisés, ainsi que les imageries. Et puis, on pose un diagnostic, qu'on dit diagnostic final, en classant les patients en 3 catégories, soit un diagnostic neurologique, soit un diagnostic psychiatrique, soit patient étiqueté comme mixte, c'est-à-dire avec à la fois un diagnostic psychiatrique et neurologique. Alors, je vais vous présenter une partie des résultats seulement parce que du coup, l'étude, on vient de la finir. Mais ça a été l'objet de thèses de médecine. Donc, je vais vous présenter sur les premières données simples des 30 patients. Et puis après, je vous donnerai les premières analyses qu'on avait fait sur les 21 patients, c'est-à-dire la fin de la thèse de la collègue de l'année dernière. Donc, juste pour vous dire, on essaie d'avoir un adressage le plus large possible. En fait, ce qu'on a essayé de faire un peu différent de ce qui a déjà été décrit dans la littérature, c'est qu'on ne s'est pas positionné comme un centre de référence qui est le 2e ou le 3e avis, comme par exemple les études d'Amsterdam. On est plutôt souvent un adressage qui est du premier recours, c'est-à-dire il y a certains patients, le neurologue l'a vu qu'une seule fois ou le psychiatre l'a vu qu'une seule fois. Il a fait une première batterie d'examens simples, mais ce n'est pas le patient qui a déjà été vu plusieurs fois bilanté. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui est représentatif de notre pratique clinique du quotidien quand on nous demande voilà, un avis sur ce type de patient. Et donc en termes d'adressage, on a à la fois un adressage de neurologue et à la fois un adressage de psychiatre. Ce qui peut changer, je pense, la donne en termes de diagnostic final qui est l'adresseur. Et puis, on a finalement beaucoup de diagnostics psychiatriques. Donc là, en bas à gauche, vous voyez la proportion de patients qui ont été classifiés en tant que psychiatriques ou neurologiques. Et donc, on a 65% des patients qui ont été considérés comme ayant un trouble psychiatrique primaire. Attention, bien sûr, c'est un tenté. Donc ça, c'est le diagnostic après le staff multidisciplinaire. Mais ça sera réévalué à distance parce qu'on sait bien que dans ce type de diagnostic, on se trompe autant de fois qu'on a raison.
En termes de diagnostic, on a essentiellement des troubles de l'humeur et on voit que le trouble bipolaire est très prévalent. On a aussi de la dépression, des troubles neurocognitifs vasculaires. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais il y a un cadre qu'on appelle la DFT-phénocopie. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a peu de maladies neurodégénératives classiques des syndromes frontaux. On a un patient avec un syndrome cortico-basal, mais on n'a pas de patient avec une démence frontotemporale et on n'a pas de patient avec une maladie à corps de Lévy. Donc ça veut aussi dire que ce syndrome frontal, souvent on nous l'apprend comme prototypique de la démence frontotemporale, mais finalement, il peut arriver aussi dans d'autres situations que les maladies pour lesquelles on pense que c'est classique du syndrome frontal. Les arguments diagnostiques qui nous ont fait pencher plutôt sur la psychiatrie, c'est la présence d'antécédents psychiatriques personnels ou familiaux. Et un point important, la stabilité des tests neuropsychologiques dans le temps pour les patients qui ont eu 2 fois des tests. C'est vrai que la stabilité pour nous, c'est quand même très peu évocateur d'une maladie neurodégénérative. L'évolution sous traitement, les patients avec un trouble psychiatrique primaire évoluent bien sous traitement, beaucoup moins les patients neurologiques. Ah, pardon, je pointe. Je me voyais, mais bon. Après, vous arrivez à lire, je pense. Je n'ai pas pointé quelque chose de très intéressant. L'absence d'atrophie significative, c'est un argument pour rester dans la psychiatrie. Et puis pour la neurologie, c'était plutôt l'altération cognitive sévère, les anomalies à l'imagerie. Mais on verra que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. On a beaucoup discuté d'apathie aujourd'hui. Là, je vous montre la répartition. Donc en vert, c'est les patients neuro, en bleu, les patients psy. Bien sûr, il y a plus de patients psy, ce n'est pas en proportion. Mais l'apathie est de loin le symptôme dans les critères de Raskowski qui a été le plus déterminant pour inclure les patients. Ce qui peut expliquer aussi la variabilité des diagnostics puisque l'apathie est très peu spécifique d'une maladie en particulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fois dans les troubles neurologiques et psychiatriques, on peut avoir des symptômes qui nous paraissent parfois assez pathognomoniques de la psychiatrie, qui peuvent être par exemple l'anédonie, l'anxiété. On a vu ce matin notre collègue qui nous parlait de l'anxiété dans la maladie à corps de Lévy. Finalement, les patients neurologiques, on les décrit souvent comme anosognosiques, un peu indifférents à leur diagnostic. Alors certes, parfois ils peuvent être indifférents à leur diagnostic, mais au fond, ils sont souvent dans des situations très anxieuses qui ne savent pas forcément déterminer. En effet, c'est parfois des préoccupations anxieuses sans vraiment de raison, mais l'anxiété est très prévalente, et notamment dans les pathologies neurologiques. Après, voilà, on n'a pas fait encore l'analyse statistique un peu plus complète, c'est juste pour avoir un peu une représentation. Ça, c'est là maintenant de ce dont je vous parle, c'est plutôt les résultats sur les 21 premiers patients. Je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est pour vous dire que toutes les fonctions cognitives peuvent être atteintes, mais la cognition sociale reste quand même prédominante. Même si on voit que dans les pathologies psychiatriques, ce n'est pas complètement un scoop, mais dans les pathologies psychiatriques, on peut avoir des troubles de la cognition sociale. Ce n'est pas uniquement l'apanage de la démence frontotemporale. Voilà, c'est connu dans la schizophrénie, mais probablement aussi que dans la dépression. En tout cas, à bas bruit, on peut avoir des petites difficultés de cognition sociale. En termes d'imagerie, on a retenu, pareil, je n'ai pas tous les éléments encore, mais c'est pour vous dire qu'on a retenu quand même des diagnostics neurologiques avec des PET normaux, et à l'inverse, on a retenu des diagnostics psychiatriques avec des PET anormaux, parce que quand on met tout bout à bout, finalement, il n'y a pas un biomarqueur, un marqueur d'imagerie qui soit très fort. Le PET-FDG, il nous aide, mais ça ne fait pas tout, et l'IRM, ça nous aide, mais ça ne fait pas tout. Et donc, c'est ça qui fait que ces situations sont complexes, c'est que nos marqueurs sont peu efficaces, ou en tout cas ne peuvent pas s'interpréter individuellement, et il a besoin de mettre en commun le plus de marqueurs possible. On retrouve un peu plus de diagnostics psychiatriques que ce qui a été décrit dans la littérature, probablement parce qu'on n'a pas exclu ces patients qui ont une maladie psychiatrique préalable. Et je pense que ce serait un biais de les exclure, parce que ça voudrait dire que quelqu'un qui a une dépression à un moment dans sa vie ne rentre pas dans ses études, alors que ce n'est pas forcément la même chose d'avoir une dépression à 20 ans et de développer une maladie neurodégénérative. Et puis sinon, on ne répondra jamais vraiment à cette question compliquée du trouble bipolaire. Comment il vieillit? Quelle est l'interaction? Est-ce que c'est un prodrome d'une maladie neurodégénérative? Est-ce que c'est un facteur de risque? Toutes ces questions où on n'a pas, a priori, encore les réponses. Et puis, je ne vais pas revenir sur l'apathie. Ce qui est intéressant dans l'instabilité diagnostique, là encore, ce n'est pas les résultats finaux, mais on se concorde assez bien entre Caroline et moi sur le diagnostic qu'on se donne à la fin de la consultation, parce qu'après avoir donné notre diagnostic en aveugle, on discute quand même et on essaie d'arriver à un consensus. Mais comme on a la même personne devant nous à qui on a posé les mêmes questions et qu'on a l'habitude de travailler ensemble, finalement on arrive à peu près à la même conclusion, qui n'est pas toujours la même
une fois qu'on a eu tous les examens complémentaires et qu'on discute aussi avec d'autres collègues qui sont extérieurs et qui discutent sur papier, on va dire, ils n'ont pas vu le patient, et donc c'est difficile de... Voilà, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, mais on a quand même changé les diagnostics après avoir fait l'imagerie, après avoir fait les tests neuropsychologiques, donc probablement que ça apporte quelque chose quand même au cheminement diagnostique, même si on n'a pas vraiment un gold standard à la fin qui nous dise qui a raison ou qui a tort. Et puis, quelque chose qui est assez intéressant dans notre étude, qu'on a l'impression de voir de plus en plus, c'est que... j'étais trop vite. On n'a pas vraiment pris de cut-off de niveaux socio-économiques. On a juste pris un cut-off de MMS. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a inclus beaucoup plus de patients avec des troubles neurodéveloppementaux moyens, légers ou importants que la prévalence des troubles neurodéveloppementaux dans la population générale. Et on a une impression qui est un peu décrite dans la littérature que le fait d'avoir un trouble neurodéveloppemental, et notamment un trouble neurodéveloppemental qui va atteindre la cognition sociale, par exemple, sans forcément avoir un trouble du spectre autistique, mais des petites modifications déjà ou des modifications de la personnalité, crée probablement une certaine fragilité qui fait que quand l'âge apparaît ou quand un autre facteur qui n'est pas forcément une démence frontotemporale qui touche le lobe frontal, mais ça peut être une dépression, ça peut être une maladie d'Alzheimer, un trouble vasculaire, finalement ce qui va ressortir de la symptomatologie, c'est ce qui est déjà un peu fragile, et probablement que c'est une explication aussi de ces patients frontaux qu'on voit apparaître tardivement, mais qui n'étaient pas, on va dire, nickel, mais finalement ils compensaient et ça n'avait jamais posé de problème à quelqu'un. Et puis avec l'âge, avec une dépression, on passe en dessous du seuil de ce qui est tolérable, et ce qu'on voit c'est une maladie frontale, mais ce n'est pas forcément une maladie spécifique du lobe frontal. Donc voilà, on reste sur un petit échantillon, mais l'avantage c'est qu'on a réussi à mobiliser beaucoup de collègues, notamment cliniciens, neuropsychologues, qui permettent d'avoir pas mal de données. Et puis sur la cognition sociale, on a réussi à avoir pas mal d'explorations. Après, voilà, on reste sur 30 patients. C'est long, c'est des patients compliqués à faire venir en protocole. Ils refusent de venir, ils oublient les rendez-vous. Ils disent à un moment qu'ils en ont marre. Enfin, c'est des patients qui demandent beaucoup les internes qui ont travaillé avec nous là, pour organiser. Ça leur a demandé beaucoup de ressources pour arriver à ces 30 patients parce qu'il faut les rappeler, il faut les solliciter. Enfin, vous connaissez, c'est un peu ce type de patients. Ce n'est pas les plus faciles. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va poursuivre ces inclusions, les revoir à 2 ans. Et puis, il y a un projet aussi de comparer nos données avec ce qui se fait notamment, je vais séjourner quelques temps à Montréal pour essayer de pouler un peu nos données avec ce qu'eux ils font là-bas. Et puis on est toujours ouvert voilà, au sens plus large de partager avec... on se rend compte en fait au fur et à mesure du temps que chacun fait un peu le même genre de choses de son côté, mais qu'on a des petites variations qui fait qu'on n'arrive pas à tout pouler, que c'est des patients qui sont très particuliers en eux-mêmes, quoi, parce qu'ils sont vraiment entre les deux. Merci de votre attention. Merci d'avoir partagé avec nous ce très beau travail. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, interrogations ? Alors, on peut peut-être en profiter juste pour lancer la discussion. Vous avez évoqué les troubles comportementaux antérieurs ou les caractéristiques de personnalité antérieure. Et effectivement, on est des fois un peu surpris de se rendre compte qu'un patient vient à la consultation, alors que finalement, quand on tire, alors souvent effectivement avec un psychiatre d'ailleurs, quand on arrive à tirer un fil d'un écheveau, en réalité, on se rend compte qu'il y avait déjà des caractéristiques comportementales problématiques très anciennes. Mais est-ce que vous avez un critère un peu standardisé ou une évaluation un peu standardisée pour identifier ces caractéristiques? Bon, par exemple, il a été évoqué quelques modifications des aptitudes en cognition sociale sans que ça ne soit réellement un trouble du spectre autistique. Est-ce que vous avez des critères très précis ou est-ce que c'est finalement une appréciation pour le moment qui reste très clinique ? C'est une appréciation qui reste très clinique en effet. On y a réfléchi a posteriori, mais on n'a pas fait de test de personnalité notamment. On aurait peut-être dû inclure des échelles d'évaluation de la personnalité.
Mais ça prend du temps, voilà. Il y en a plusieurs, c'est toujours difficile de choisir laquelle. Et alors, j'ai plus complètement tous les souvenirs, mais on s'est interrogé sur est-ce qu'il existait des échelles de diagnostic a posteriori de TSA sur des choses très anciennes, mais on n'avait rien retenu de particulier, mais éventuellement ça doit exister, mais là aussi c'est encore quelque chose qui se rajoute et qui est avec un biais de rappel pour des gens qu'on voit à 60, 70 ans. Parce que le problème, c'est que les dents qu'on a, souvent, c'est le mari, c'est souvent le fils. Et donc, aller rechercher ce type de symptômes, c'est très compliqué. Je ne pense pas qu'on ait eu des parents, ou alors extrêmement rarement des parents. Donc, ouais. Donc, pour les enfants, c'est très difficile à savoir. Et même pour les conjoints, souvent, c'est difficile d'avoir cette appréciation. Donc ça va clairement manquer toujours. La réponse, ce serait le suivi au long terme des gens qui ont ce genre de particularité, mais ça va prendre 40 ans, ça. Oui, il y a déjà, ça y est, un rendez-vous qui est pris pour une future étude. Questions, commentaires? Je ne vois pas du tout de questions. Alors peut-être on peut continuer aussi sur... On peut aussi continuer peut-être sur ce fameux terme de phénocopie qui avait été proposé il y a déjà un petit bout de temps, qui bien sûr est un terme un peu cache-misère, puisque la phénocopie, c'est finalement un tableau phénotypique qui copie un trouble qui, lui, est typiquement caractérisé au plan génétique. Finalement, on a tous un certain nombre de ces patients que l'on suit, et finalement chez qui on ne voit rien arriver. Les choses sont peut-être en train de changer grâce aux neurofilaments, aux chaînes légères de neurofilaments cérébrospinaux. Peut-être que d'ailleurs vous aurez un commentaire à faire les uns et les autres à ce sujet. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière cette terminologie de phénocopie de TFT ? Comme définition, on a pris des patients qui ont un syndrome frontal comportemental d'apparition, alors qui n'était pas présent avant, qui est complètement stable dans le temps, qui n'évolue pas et pour lesquels les examens paracliniques sont négatifs. Ce qui est la définition à peu près consensuelle, mais là il y a un groupe de travail justement sur les DFT phénocopies où ils sont en train d'essayer justement l'équipe d'Amsterdam, d'essayer de redéfinir un petit peu mieux ça. Globalement, c'est ce qu'il y a de consensuel, mais ça reste des patients qu'on ne sait pas vraiment mettre dans une case, mais qui sont quand même différents du trouble bipolaire ou ils ont l'air de se ressembler entre eux, mais en même temps ils cadrent avec rien. J'imagine que vous en voyez aussi. Ouais, mais il y en a qui évoluent au bout de 10 ans aussi, voilà. Des fois, c'est parce que c'est une très lente évolution et que faut être patient pour avoir la réponse. Il y a certaines formes génétiques qui sont plus à risque de donner cette présentation-là. Donc, voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas rejeter, je partage ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la normalité de l'imagerie ne doit pas forcément nous faire abandonner l'hypothèse d'une pathologie frontotemporale qui serait débutante. Et voilà, parce que parfois, ça prend beaucoup de temps avant qu'elle se positive, cette imagerie. À l'inverse, on a des gens qui ont une imagerie très marquée et qui ont une symptomatologie qui n'est pas très importante, mais 100% d'accord sur l'idée de la dissociation entre la clinique et l'imagerie et le fait que le diagnostic ne peut qu'être à la suite de tous les paramètres réalisés, y compris les chaînes légères. Ça, c'est un petit peu le nouveau plaisir des neurologues, on va dire, qui est un marqueur de la mort cellulaire, quoi. Donc, pas du tout spécifique, mais intéressant, un maillon en plus dans la chaîne de la probabilité du risque organique. Voilà. Ils sont pas encore, on a prévu de le faire sur ceux qui ont du LCR congelé et de faire des prélèvements sanguins, mais on ne l'a pas encore disponible tout de suite à Rouen, mais dans l'idée, dans la cohorte, on va essayer de voir. Après, je pense qu'en effet, ce sera une brique de plus, mais ça ne va pas répondre forcément complètement à la question. Alors, avec votre profil de patient, vous risquez aussi d'avoir moins de gens qui soient partants pour une PL. C'est pas forcément tout à fait le même profil de ceux qui consultent en fonds de mémoire chute. Ouais.
Là, on a fait une PL s'il y avait une indication, on va dire, neurologique, un trouble amnésique évolutif. Mais ouais, je suis d'accord qu'ils sont difficiles à prélever. Y a-t-il des questions, des commentaires sur ce type de questionnement? Ce patient qui développe ces modifications comportementales tardives. Alors juste quand même dans les biomarqueurs cérébrospinaux, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de patients qui ne souhaitent pas faire une ponction lombaire, mais quand même globalement, je dois avouer qu'on a un taux d'acceptation qui est assez bon. Et ça paraît quand même, effectivement, ça n'est qu'un marqueur de neurolyse, hein, donc ça n'est pas spécifique de cette pathologie. Mais finalement, quand on a une problématique de distinction entre une pathologie réellement psychogène, je vais l'appeler comme ça, donc sans neurolyse versus une autre pathologie, c'est quand même un indicateur qui peut être, on est d'accord, assez précieux, mais qui ne résoudra bien sûr pas tous les problèmes, notamment sur les tableaux hyper précoces, on est bien d'accord, c'est toute la difficulté. On est parfois aussi confronté à ce type de situation chez des personnes qui ont eu un événement traumatisant dans l'existence. L'exemple typique, c'est un accident de la route et quelqu'un qu'on nous amène parce qu'il ne fait plus du tout la même chose. Évidemment, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a eu un traumatisme crânien, des lésions cérébrales? Finalement, il n'y en a pas eu, ou il y a eu un traumatisme crânien léger. Alors, il y a toute une discussion sur les possibles conséquences des traumatismes crâniens légers, mais je dois reconnaître que quand on utilise des indicateurs comportementaux qui sont normés, comme l'ISDC que tu évoquais, Florence, et qu'on les suit, je dois reconnaître que ça nous permet d'exclure toute une série de situations qu'on aurait qualifiées anormales et qui, là, peuvent être rectifiées. Et finalement, on a parfois des personnes comme ça qui, à la suite d'une séparation, à la suite d'un deuil, à la suite d'un accident, à la suite d'un incendie, d'un licenciement, se retrouvent dans une situation où on a l'impression qu'ils n'arrivent plus à rebondir. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et est-ce que vous avez ce type de population? Parce qu'évidemment, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que à l'occasion de cela se révèle une pathologie neurologique versus autre chose? Et si autre chose, quoi? En général, quand on les voit, c'est que pour le psychiatre, la personne n'est pas franchement déprimée. Et on se pose des questions sur ce mode de réaction face à un événement traumatisant. Est-ce que vous avez des choses sur ce plan ou... Alors c'est vrai que généralement, quand on parle comme ça de facteurs traumatisants, on pense plutôt généralement derrière à une pathologie psychiatrique. C'est un petit peu plus fréquent. Après, chez les patients qu'on a vus, généralement, effectivement, ils rapportent un facteur déclenchant, mais souvent quand même assez anodin, qui va ensuite décompenser souvent sous forme d'un épisode dépressif avec une symptomatologie résiduelle qui va persister. Et qui, malgré les traitements, en fait, va résister. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on les voit dans ce contexte-là. Après, on n'a pas vu de facteurs traumatisants majeurs, mais il y a souvent un petit facteur déclenchant initial, effectivement, mais qui n'explique pas la symptomatologie. Et alors, qu'est-ce que c'est, d'après vous, ces patients qui, finalement, on a vu ça aussi après le Covid, énormément, heureusement, ça se calme un peu, ces patients qui n'arrivent plus à rebondir comme ça, si on ne trouve rien, finalement, sur le plan neurologique, vous les attribuez à quoi, une capacité psychologique de résilience qui ne leur permet pas de faire face à ce nouvel événement? Personnellement, ça m'a toujours interrogé, et je dois avouer que j'ai toujours pas de réponse à cette question. Il n'y en a peut-être pas. On voit aussi un peu ça dans le stress post-traumatique. Dans le stress post-traumatique, dans le stress post-traumatique, à distance, de temps en temps, on a des formes un peu émoussées qui persistent. Dans un autre projet à Paris avec Richard Lévy, on avait une cohorte justement de ces patients qu'on appelait apathie progressive, qui étaient des gens qui faisaient un épisode dépressif, souvent sévère, qui gardaient des symptômes résiduels uniquement à type d'apathie.
Et la cohorte n'était pas très grande, mais on a suivi les patients. Aucun n'ont développé une maladie neurodégénérative, mais la plupart, 3 ou 4 ans après le début, gardaient cette apathie massive qui ne répondait à pas grand-chose. Parfois au Stilnox, parce qu'à l'époque, ils utilisaient pas mal le Stilnox et ça marchait assez bien. Après, j'ai pas trop tant que ça reproduit l'expérience, mais c'est des patients qui restaient dans cet état. Et on en a pas mal, en effet, un épisode dépressif, dont on ne sait pas si c'est l'explication seule, mais ils gardent cette apathie avant tout, plus que les troubles du comportement, vraiment l'apathie. Et en effet, ils repartent jamais vraiment. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions non plus en ligne. Alors il y avait juste une remarque en ligne. Dans l'idée de fragilité compensée qui se révèle, une recherche de trauma pourrait être intéressante, notamment des violences intrafamiliales précoces. C'était sur la question du trauma et de la recherche du trauma. Oui, après, il reste. Alors, j'ai souvenir que dans ceux, notamment, qu'on ait troubles neurodéveloppementaux, il y avait des contextes familiaux quand même un petit peu particuliers. Après, c'est toute la complexité de la prévalence du trauma au cours de la vie et d'en faire un facteur explicatif. Parce que voilà, avec les études, on se rend compte que malheureusement, le trauma est extrêmement prévalent. Et donc, voilà, plus on va faire un interrogatoire plus compliqué, plus on va aller rechercher des choses et plus on va toujours finir par trouver un facteur explicatif. Mais réussir à faire un lien, j'ai du mal à voir comment ça peut être possible. Très bien. Je crois qu'on va pouvoir clôturer là cette session. Merci encore. Et alors, je crois qu'on passe la parole à Madame Devost et Monsieur Caudron. Merci beaucoup. Je crois qu'on intervient pour le Merci beaucoup. Alors, Mickaël a déjà dévoilé le lot derrière nous. Petite précision pour les posters gagnants. Merci, Mickaël. Le choix a été fait à la fois avec vos votes en ligne. Vous avez été quasiment 200 à participer, donc merci. Mais aussi par notre conseil scientifique. Donc voilà pourquoi ça peut peut-être un petit peu différer par rapport au vote en ligne. Et notre conseil scientifique a voté jusqu'à hier. Et donc je ne vais pas faire durer le plaisir et vous annoncer dès maintenant que le poster gagnant est attribué à l'équipe du CH de Dunkerque. Donc bravo à eux. Et ils ont le droit de descendre pour dire un petit mot sur le poster. Voilà, si vous pouviez prendre quelques minutes. Et une petite information, on a quand même un lot pour les 3 posters, avec un livre coécrit notamment par le docteur Lebert sur la maladie d'Alzheimer, si je ne dis pas de bêtises. Et donc les 3 équipes sont invitées à venir récupérer leur lot. Et évidemment, l'équipe du CH de Dunkerque va pouvoir déguster un panier gourmand mi-normand, mi-des Hauts-de-France. Donc voilà. Et je ne sais pas où est l'équipe du CH de Dunkerque. Ah ben voilà. Dites un petit mot peut-être sur le poster avant de goûter. Eh bien, nous, on a été ravis d'avoir eu notre poster choisi. Oui. Encore mieux d'avoir remporté ce petit prix. Nous, on a décidé de présenter ce petit travail parce qu'en fait, ça fait quand même quelques années maintenant que notre équipe mobile intervenait au domicile, une équipe mobile de gériatrie, et puis depuis 2017, en fait, sur le territoire de Dunkerque, la partie domicile nous est revenue et la partie EHPAD a été attribuée à l'équipe mobile de psychogériatrie qui est basée sur une clinique à 10 km de chez nous, la Polyclinique de Grande-Sainte, qui est le siège de la filière gériatrique du littoral, en fait. Et donc, en 2022, le projet de monter une équipe gériatrique d'expertise à domicile avec des pluriprofessionnels, en fait, on a répondu à l'appel d'offres. Il a été obtenu et ça a été mis en place maintenant il y a environ une année. Et en fait, un peu grâce à notre expérience en fait, qu'on avait déjà antérieurement, on a très vite été en mesure de mettre le personnel à disposition. L'établissement nous a aidés, il n'y a pas de souci, on a eu le budget. Et ce qui fait que sur une année, on a réussi à avoir 267 interpellations, en fait, ce qui fait qu'on a facilement pu graduer dans nos interventions et nos propositions. Sur laquelle, effectivement, on a pu
On a illustré d'un exemple de patiente qu'on avait gérée à la maison, tout simplement parce que cette patiente ne voulait plus sortir de chez elle. On a été la voir, on s'est mis en relation avec nos collègues de la psychogériatrie de l'EPSM, de la clinique de Grande-Synthe, en fait, qui accueille ces gens. Et puis, on a permis de la prise en charge de cette patiente. Et finalement, la seule petite difficulté, c'est que, comme toutes les équipes transversales, en fait, on agit plutôt en one-shot, où on peut refaire 2 interventions sur un seul patient. Et là, la difficulté, c'est finalement, on l'a quand même un petit peu perdu de vue. Et va persister, et c'était le thème du jour, persiste la différence entre le syndrome dépressif, la présentation psychiatrique de ce syndrome dépressif avec cette catatonie, et en fait, ce qu'on ne saura peut-être jamais, c'est la maladie à cœur de Lévy, puisque cette femme a rejoint son époux dans USLD, l'époux est décédé, et il n'y aura jamais je pense que la famille n'est plus inquiète, et puis il n'y a pas eu d'examen plus avenant, il n'y a pas eu de DAT-scan, il n'y a pas eu de PL, il n'y a pas eu d'autres examens qui auraient peut-être pu aller jusqu'au bout du diagnostic. En attendant, cette patiente qui ne voulait pas sortir de chez elle, finalement, sur cette démarche de visite à domicile, a accepté une hospitalisation et a permis une prise en charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les... Alors c'est comme à l'école des fans, tout le monde a gagné quand même. Donc il y a les 3 équipes, félicitations pour le poster. Donc il y a un livre qui a été coécrit avec Carl Cordonnier et Florence Lebert que vous pouvez chercher. Et pour l'équipe de Dunkerque, ils pourront se remettre des émotions avec un bon panier garni qui est derrière vous. Voilà. Et on va donner la parole pour la conclusion. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de clôturer avec vous cette première journée interrégionale du SCR3PA. Cette journée a été riche d'enseignements. Le premier enseignement, c'est que cette journée a montré à quel point la prise en charge des pathologies psychiatriques et psychogériatriques de la personne âgée constituait un enjeu très fort pour notre système de santé. C'est un enjeu à la fois médical, sociétal et organisationnel auquel vous êtes d'ores et déjà confrontés. Le deuxième enseignement, à mes yeux, c'est que cette journée, durant laquelle vous avez entendu des témoignages forts, des expertises précises, des solutions concrètes, eh bien, cela prouve que nous avons toujours plus besoin de transversalité et de coordination. Et à ce titre, il me semble que le CR3PA répond, par sa structure souple et adaptative, à une partie des enjeux que nous avons posés aujourd'hui. C'est un outil, un dispositif qui est fait par vous. Vous avez souhaité sa structuration. Un dispositif qui est fait pour vous, au plus proche de vos besoins. Et donc, voilà, j'espère que nous pourrons continuer dans cette voie pour continuer à relever les défis que nous avons énoncés. Alors, j'en profite à ce titre pour vous remercier d'alimenter tous autant que vous êtes l'outil CR3PA par vos propositions, vos remarques, vos invitations et les rencontres que vous organisez. J'en profite également pour remercier le Conseil scientifique pour sa vision stratégique et son implication vraiment permanente. Remercier évidemment nos 2 ARS pour leur soutien financier et leur confiance, donc dans le cadre du GCS, en fait, qui lie Amiens, Rouen, Caen et Lille, les 4 CHU, le GCS G4. Et puis également pour remercier nos 2 coordinateurs régionaux, donc, que sont Lucille Devos pour la Normandie et Mickaël Caudron pour les Hauts-de-France, et dont l'implication au quotidien ne fait pas de doute. Alors nous avons de très beaux projets pour 2025, toujours de nouveaux outils que nous co-construirons tous ensemble, un beau projet recherche également, et nous avons l'ambition
de partager le modèle, le dispositif CR3PA sur l'ensemble du territoire national et qui sait, peut-être ferons-nous des émules pour cette organisation souple et adaptative qu'est le CR3PA. En tous les cas, voilà, je nous souhaite de continuer toujours plus loin ensemble autour du CR3PA. Je vous remercie à nouveau et puis à bientôt et bon retour à tous. Et pour le mot de conclusion, je voulais remercier ActuaProd pour la technique qui a été proposée aujourd'hui. Il y aura le review qui sera proposé ensuite sur le site du CR3PA, mais vraiment merci à eux pour cet accompagnement.